propose de rentrer dans la dernière ligne droite. On a 2 présentations qui sera suivie d'une session quiz, et donc animée par Elena Dossi et Morad Djebar. Et on va commencer tout de suite par la première présentation à propos du TriClip par Antoinette Nilon. Bonjour tout le monde. Du coup, j'ai un petit accent. Je viens d'Irlande. Du coup, je vais faire des fautes de grammaire. Je vais me mettre ici, OK. Et je vais vous parler un petit peu du TriClip. Bon, pourquoi on parle de la tricuspide? C'est toujours la valve oubliée, c'est toujours la dernière valve, on parle et c'est toujours la dernière session. Du coup, je suis désolée, mais voilà, c'est TriClip, c'est comme ça. Mais l'insuffisance tricuspide, c'est une atteinte fréquente et c'est cliniquement significative. Et au fait, il y a 1,6 million d'individus aux États-Unis, 3 millions en Europe, qui ont une insuffisance tricuspide sévère. Et la prise en charge, on n'a pas beaucoup dans les guidelines, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'arguments pour la prise en charge chirurgicale. Et du coup, aux États-Unis, il n'y a que 500 cas par an qui sont opérés. Mais est-ce que l'insuffisance tricuspide, est-ce que c'est juste les dernières phases de l'insuffisance cardiaque, ou est-ce que le fait d'avoir une insuffisance tricuspide est un pronostic indépendant? Et si c'est un groupe du Mayo Clinic, et en fait, ils ont essayé de répondre à ces questions. Ils ont pris toutes leurs malades avec l'insuffisance cardiaque et une FEVG réduite, et ils ont fait un tri. Ils ont sélectionné les patients qui avaient assez de données pour évaluer la fuite tricuspide, et ils ont éliminé tous les patients qui avaient un HTAP. Et ils ont trouvé 8% à peu près qui avaient une fuite importante sévère. Et on voit clairement que, au fait, le fait d'avoir une fuite sévère, ça apporte de la mortalité. À 2 ans, là, on voit déjà, il y a 50% de mortalité versus 20% s'il y a juste une fuite minime ou pas d'insuffisance tricuspide. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas beaucoup d'arguments pour la prise en charge chirurgicale. Est-ce qu'une prise en charge avec une stratégie non-invasive ou transcathéter, est-ce que ça peut apporter quelque chose? Et jusqu'à maintenant, il y a plusieurs devices, plusieurs dispositifs qui ont été testés, mais le plus fréquent, c'est le TriClip. C'était au début le MitraClip qui était placé en position tricuspide, mais maintenant, il y a un device qui est dédié pour la valve tricuspide. Et pour suivre ces patients, parce qu'ils ont beaucoup de prises en charge différentes, il y a le registre TriValve. Et ça, c'est tous les patients qui étaient traités par transcathéter. Et ils ont comparé à un cohorte de contrôle. C'est des patients qui ont eu un medical management en suivi, avec des critères mortalité à 1 an. Et ils ont vu que chez les patients qui ont eu une intervention transcathéter, qu'il y avait un bénéfice en termes de réduction de l'insuffisance cardiaque, et aussi très important sur la mortalité. Il y avait presque double la mortalité chez les gens qui n'ont pas eu un traitement transcathéter pour la valve. Du coup, est-ce que le TriClip a fait cette preuve? Jusqu'à maintenant, on a l'étude, c'est l'étude Triluminate, l'étude qui a étudié le TriClip. C'est single arm, du coup, il n'y a pas un contrôle, un cohorte médical pour comparer, mais on voit que de base, c'est des patients qui ont eu une fuite très sévère, 8% qui était plus que 8%, juste 8% qui avaient une fuite modérate. Mais après la procédure à 1 an, et c'est un résultat qui est durable, la fuite modérate, il y avait 70% des patients. Du coup, on n'essaie pas de totalement effacer la fuite. Le succès, c'est réduction de torrentielle ou massive à moderate. Et qu'est-ce que ça apporte sur le plan clinique? De base, sur l'étude, il y avait 31 patients qui étaient NIH à 2 ou moins, mais après la procédure, ça passe à 80%, et c'est encore une fois un résultat qui est durable jusqu'à 1 an. Paramètre écho, on voit qu'il y a un bénéfice sur le SOR, sur la vena contracta, et aussi on voit sur le diamètre en diastole pour le VD.
pas trop sur le TAP, sur la fonction longitudinale. On voit qu'il n'y avait pas trop de bénéfices pour le triclip, mais je pense que ça montre comment c'est difficile d'estimer la fonction VD et les limitations du TAPSI pour évaluer la fonction VD. Et là, c'est juste pour rappeler un petit peu les 5 grades d'insuffisance tricuspide qui ont été proposés par Rebecca Hahn et toutes ces cohortes. Et on voit qu'à baseline, la plupart des patients qu'ils avaient une fuite massive et après la procédure qui est passée en grade moderate. Si on voit les outcomes durs, le MACE, c'est mortalité, infarctus, on voit qu'avec le clip, il y avait un MACE à 1 an à 7%, qui est vraiment, comparativement médical, c'est une vraie amélioration sur le plan. Et la mortalité cardiovasculaire à 4%, pas de patient qui a eu besoin de passer au bloc après la procédure. Et on voit là sur les résultats aussi que, au fait, si on termine la procédure avec un grade moderate au moins, que les résultats sont même plus impressionnants. Du coup, qu'est-ce qu'on a appris sur les prédicteurs d'un échec de procédure? C'est quoi le meilleur candidat pour cette intervention? Hop. Et on voit que quand le gap est trop important, c'est un prédicteur d'échec parce qu'au fait, c'est très difficile de choper les 2 feuillets pour placer l'agrafe, le clip. Quand le fuite, c'est torrentiel, c'est vraiment très difficile aussi de réduire la fuite et on sait que ça va être plus difficile pour la procédure. Quand la surface de tenting, c'est trop important, ça c'est un marqueur d'une vraie dilatation de l'anneau et un VD qui est vraiment s'effondrer, que il y a moins de succès avec la procédure. Et quand la fuite n'est pas vraiment centrale ou antro-septale, c'est plus difficile. Et c'est la difficulté de positionner le clip et de vraiment voir les repères pour bien positionner le clip dans la valve. Du coup, on peut dire que le type vraiment idéal, c'est quand on a un gap qui n'est pas très important, quand le G, c'est vraiment central ou antro-septal, qu'il y a le taux de succès, c'est vraiment très haut. Est-ce qu'on peut poser un clip si on a un patient qui a un pacemaker ou un défibrillateur? Oui, on peut. Mais il faut que le sonde, ce n'est pas vraiment le mécanisme de la fuite. Parce qu'on voit que la plupart du temps, au fait, la sonde, c'est dans le commissure postéroseptal ou central. Et si c'est dans ces positions-là et ce n'est pas le mécanisme de la fuite, on peut poser un clip. Mais si c'est la sonde qui traverse le feuillet et qui a un impact sur la coaptation, ou c'est la sonde qui est vraiment collée au feuillet avec une rétraction du feuillet, le clip ne va pas vraiment marcher en ces cas-là. C'est la fonction VD. C'est quoi la fonction VD sur les outcomes? Et ça, c'est une étude où ils ont fait les échos et l'IRM pour estimer la fonction VD. Et on voit que le TAPSI, pour la fonction longitudinelle, que ça n'a pas vraiment apporté quelque chose sur le taux de survival après l'intervention. Mais si on utilise l'IRM, l'imagerie en coupe, que c'est beaucoup plus précis et on arrive à voir, de voir que c'est prédictif d'une survival sans événement. Et là, ils ont utilisé un cut-off de 45% et on voit que quand c'est inférieur à 45%, que les patients, ils ont plus d'événements en suivi. Du coup, ils ont vu qu'il y avait un petit peu 3 types de profils de contraction. On a type 1 où le fraction d'éjection et le TAPSI sont conservés. Il y a type 2 où le TAPSI s'est réduit. Au fait, il y a une compensation par la contraction circonférentielle et avec la fraction d'éjection qui est conservée, mais le TAPSI qui est réduite. Et type 3 où les deux sont réduits. Et on voit que une fois quand la fraction d'éjection mesurée par l'IRM est réduite, elle est plus importante sur le prognostic que le TAPSI. Après l'HTAP, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de corrélation entre l'écho et les mesures invasives en KT.
Et du coup, c'est vraiment important quand on a un patient avec une insuffisance tricuspide et on pense peut-être à une procédure, de vraiment faire le KT3 pour bien vérifier les PAP et aussi essayer de faire un petit peu la corrélation avec l'écho. Parce que, en gros, s'il y a une discordance entre l'HTAP mesuré en invasive et l'écho, c'est vraiment le pire situation. Quand l'HTAP, quand les PAP sont élevés en KT, mais ils sont normaux en écho, c'est vraiment un VD qui est plus capable de générer les pressions et c'est le pire profil. Du coup, jusqu'à maintenant, on a des études, mais c'est single arm. Il n'y a pas un bras comparateur. On a vraiment besoin de données randomisées pour valider cette technique et pour vraiment avoir les meilleures preuves pour cette technologie. Et c'est pour ça qu'il y a TriFR, c'est une étude française multicentrique dans laquelle nous, on participe avec 16 autres centres en France pour justement essayer de répondre à ces questions avec la rigueur d'une étude randomisée. Et il y a des critères d'inclusion, il y a tous les éléments qu'il faut faire. Le cas, ça passe par un comité de sélection pour être sûr que c'est le bon cas. Et après, ils sont randomisés entre le clip et le traitement médical, avec un suivi jusqu'à 1 an. Ici, c'est juste pour vous montrer un petit peu la procédure. C'est sur anesthésie générale parce que c'est guidé par l'écho et l'ETO, c'est vraiment l'élément clé pour comprendre le mécanisme de la fuite et aussi pour positionner le clip. Là, on est dans l'OD, on a le clip qui est amené vers la valve ici. Idéalement, si le gap est central ou entre-septal, on a l'aorte ici pour nous orienter. Ça, c'est vraiment la position idéale parce qu'on voit très bien le commissure entre-septal et on arrive à bien orienter le matériel et avoir une bonne position du clip. Et sous écho, le clip, on commence dans l'OD, ça plonge vers le VD et on arrive à grasper ou choper les feuillets dans le bras du clip. Et une fois que c'est positionné, le résultat, avant que c'est largué, c'est contrôlé par écho. Et en moyenne, on utilise 2 clips pour la procédure. Ça prend si c'est une forme vraiment qui est bien adaptée, ça prend à peu près entre 60 et 70 minutes pour faire la procédure. Du coup, vous avez des petites pamphlets là avec les infos pour les critères ou quelques critères sur l'insuffisance tricuspide avec un patient qui a des critères pour un fuite important qui est symptomatique, qui a dilatation du VD et ou une dysfonction franche VD. Et au fait, si vous voulez nous envoyer des cas pour une discussion collégiale, on les accepte avec plaisir. Et en 2022, maintenant, on a le TriClip. Il y a un bénéfice compris à 1 an, mais on n'a pas de données randomisées et c'est pour ça que c'est très important que ces patients sont inclus dans les études. On a un bénéfice clinique, mais également échographique et vraiment sur les dimensions et la fonction VD qui est mesurée par l'imagerie en coupe. Et il y a vraiment un rôle clé et important pour le KT3 et plus maintenant aussi pour l'IRM pour essayer de comprendre un petit peu mieux le VD et la fonction VD. Merci. Merci beaucoup Antoinette pour cette magnifique présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Antoinette ? J'avais une question. À partir de quel niveau d'hypertension artérielle pulmonaire on considère que ce n'est pas un bon candidat ? Normalement, dans les études, c'était 50 mm de mercure. Mais je pense qu'on voit vraiment que, au fait, on appuie beaucoup sur l'écho pour faire l'estimation, mais c'est pas le meilleur. Il y a beaucoup de discordance entre les mesures en écho et en KT3. Du coup, je pense que c'est vraiment important si
on pense à faire le TreeClip quand on fait une mesure invasive pour vraiment avoir plus de précision sur les pressions. Moi, j'ai également une question. On a des patients qu'on voit arriver parfois dans les tableaux d'Anazarc avec des IT parfois torrentielles qu'on déplète et on arrive finalement tellement à les dépléter qu'on finit par avoir une fuite modérée résiduelle. Est-ce que c'est des patients qu'il faut faire maintenant alors on est peut-être dans des meilleures conditions techniques ou attendre qu'ils redécompensent, tu vois, parce que quand on a une fuite torrentielle, c'est pas forcément les meilleurs candidats. Ça nous est arrivé en fait 2 fois avec il y avait vraiment des IT très significatifs. Puis on les laisse sortir sous forte dose de diurétique et ils sont mieux. Parfois on les revoit 6 mois après, ils redécompensent. C'est vraiment l'IT, c'est très dynamique et c'est tellement lié aux conditions de volume. Mais si on a des patients qui ont un IT sévère, qui sont décompensés, je pense que d'attendre jusqu'à... c'est vraiment d'essayer de trouver le moment de le faire parce que poser un TreeClip quand la fuite est torrentielle et le VD à genoux, c'est vraiment c'est très difficile d'espérer un bon résultat pour ces patients comme ça. Du coup, je pense que c'est mieux de commencer le bilan et d'évaluer le patient parce qu'ils ne sont pas tous adaptés au traitement, mais au moins de commencer à faire des démarches pour voir si c'est un patient qui est adapté. Mathieu, est essentiel parce qu'en fait, lorsqu'on fait le bilan, si le patient est encore en Anazarc, on va avoir des conclusions mauvaises, c'est-à-dire dire il y a un gap qui est trop large, on exclut le patient, il n'est pas faisable. Donc il faut absolument traiter les patients de façon optimale, faire le bilan ensuite, ETT, ETO, KT droit, et là on a toutes les informations pour dire oui, ok, ce patient est faisable, et celui-là, il ne l'est pas. Donc il faut savoir attendre que le patient ait bien perdu 10, 15 kilos, parfois 20 kilos, avant de faire le bilan complet. J'ai une dernière question, celui Antoinette. Est-ce qu'on a une idée du succès de la procédure en fonction du mécanisme en fait, de l'IT? Tu as des IT qui sont, en particulier quand tu as une HTAP, qui sont plus liées à une dilatation du VD, et puis les IT un peu isolés sur des dilatations de l'anneau. Est-ce qu'on sait, est-ce que ces paramètres anatomiques rentrent en compte pour le succès de la procédure? L'idéal, c'est le gap. C'est vraiment, on a beaucoup de recul parce que le gap était trop important, et on sait qu'au-delà de 7 mm de gap, ça va être vraiment techniquement très difficile. Et deuxièmement, ce n'est pas vraiment la dilatation de l'anneau, mais c'est la localisation du jet, parce que si c'est entre-occipital ou central, c'est vraiment une forme qui est bien adaptée, parce qu'on arrive à voir. Si c'est dans un commissure postérieure, c'est un petit peu... L'imagerie, c'est plus difficile pour guider la procédure. Et c'est vraiment la partie le plus important, c'est le rapport entre l'échographiste et l'interventionniste pour guider la procédure, parce que c'est l'échographiste qui guide la procédure. C'est le plus important. Bon, merci infiniment, Antoinette. C'est passionnant. On va enchaîner avec Jean-Yves Tabé qui va nous parler d'un quelque chose de très important. Quel est l'intérêt de l'écho d'effort dans les valvulopathies? Merci Jean-Yves. Bien, bonjour ou presque bonsoir à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de la ARTIM de m'avoir invité à voir avec vous l'intérêt potentiel de l'échographie d'effort dans la prise en charge des valvulopathies. Alors, en fait, l'écho d'effort dans les valvulopathies s'est beaucoup développé, notamment sous l'impulsion de l'équipe belge entre les années 2000 et 2010. On a pensé que c'était une technique magique pour poser les indications opératoires. Et puis entre 2010 et 2020, il y a eu pas mal de revers. Et c'est pas mal, je pense, de faire le point, de voir un petit peu où on en est. L'évaluation à l'effort, là c'est donc l'introduction des recommandations américaines qui sont sorties il y a quelques mois. Et on voit que l'évaluation à l'effort des valvulopathies garde une place. Si on regarde ce qui se passe, on va passer par valvulopathie. On va voir que dans la valvulopathie aortique, il y a finalement très très peu d'indications, voire pas d'indications. L'insuffisance aortique, on peut d'emblée l'oublier, hein, il n'y a pas d'indication de l'écho d'effort. Pour ce qui est du rétrécissement aortique calcifié,
Ce qui reste actuellement recommandé, c'est la réalisation d'un test d'effort. Je vais juste faire deux petites remarques sur l'évolution de la place du test d'effort dans cette pathologie, pour dire qu'effectivement, chez les patients asymptomatiques, il faut considérer le test d'effort, mais pas si le RAC est très serré. On pratique un gradient supérieur à 60 mm de mercure ou une Vmax supérieure à 5 mètres, et pas s'il y a un progresseur très rapide, plus de 0,3 mètres par seconde et par an. Et que ce qui reste actuellement vraiment le gold standard, c'est l'élévation de la pression artérielle de plus de 20 mm de mercure au cours de l'effort, qui témoigne d'une bonne tolérance du RAC lors de l'effort. Une deuxième remarque importante, c'est que cette épreuve d'effort n'est valide que 6 mois. Et donc, ça veut dire que votre patient, quand vous le revoyez, eh bien, au bout de 6 mois, il faut qu'il soit à nouveau testé à l'effort pour qu'on vérifie que la situation est toujours aussi stable. Alors, est-ce que l'écho d'effort a une valeur ajoutée par rapport au simple test d'effort ? C'était l'idée justement de l'équipe belge qui retrouvait une valeur ajoutée du gradient, de l'évolution du gradient VG aorte à l'effort avec ce cutoff de 18 mm de mercure, et il montrait qu'effectivement, eh bien, ils avaient conclu que l'évolution de ce gradient avait une valeur ajoutée par rapport à la valeur de l'écho et par rapport aux simples critères du test d'effort. En fait, je ne vais pas détailler, mais toutes ces études souffrent de grandes limites. Si on regarde, ça marchait sur le follow-up, ça marchait sur des critères, mais qui étaient des critères composites qui n'étaient pas adaptés aux conclusions qui étaient tirées. Déjà, quand on reprend dans ces études les RAC asymptomatiques, on mélangeait, c'était des critères avec des surfaces inférieures à 1,5 cm². Donc, on a des patients qui avaient à la fois des RAC serrés inférieurs à 1 cm² et des RAC qui étaient tout à fait modérés, entre 1 et 1,5 cm². Et deuxième paramètre très important, quand on regarde le suivi, il y avait effectivement des événements, mais les événements, on regarde que la plupart des événements, c'était l'apparition de symptômes, et ce n'était pas des critères lourds, décès, insuffisance cardiaque, ou des critères qui poussaient à pouvoir conclure sur l'intérêt de ce critère. Donc finalement, on a montré qu'il y avait des patients qui avaient un RAC serré, qui augmentaient leur gradient, et que ces patients faisaient plus de symptômes, mais c'est pas une démonstration que ce gradient a une vraie valeur ajoutée par rapport aux autres critères. Pareil, quand on a voulu regarder si l'HTAP d'effort dans le RAC avait une valeur ajoutée, on voit que non, puisque c'est là encore l'apparition de symptômes qui était le critère, le plus grand nombre d'événements rencontrés au cours du suivi. Et d'ailleurs, l'équipe du Bichat, de Missika Zetoun, a montré qu'effectivement, il n'y avait pas l'élévation du gradient ou l'apparition d'une HTAP d'effort chez un patient qui est porteur d'un rétrécissement aortique asymptomatique n'a pas de valeur pronostique. Et donc, il n'y a pas de valeur ajoutée par rapport à l'évaluation de la tolérance à l'effort et par rapport à la simple mesure de l'élévation de la pression artérielle au cours de l'effort. Donc en gros, pour le rétrécissement aortique, pas tellement d'intérêt de l'écho d'effort. Le patient a une épreuve d'effort positive, ou les symptomatiques, il faut aller à l'intervention. Le patient a un RAC très serré ou progresseur rapide, il faut aller à l'intervention. Et là encore, l'élévation de la pression du gradient ou l'élévation de la PAPS est simplement un indicateur que le patient a un RAC serré et qui va très probablement évoluer vers des symptômes. Et ça pousse à une surveillance rapprochée, mais ce n'est pas une indication opératoire. Alors, est-ce que l'épreuve d'effort en elle-même répond à toutes les questions? Probablement non. Il y a des papiers qui sortent, qui montrent qu'effectivement, très probablement, la VO2 a plus d'intérêt. On voit sur ce cutoff, sur ce diagramme, qu'effectivement, les patients qui ont plus de 85 normal de pic de VO2 ont un bien meilleur pronostic que les patients qui ont moins de 85%. Ça a le seul intérêt de mieux paramétrer, évaluer la tolérance à l'effort que la simple mesure des watts, qui est toujours un petit peu subjectif à interpréter.
Alors les guidelines, pour ce qui est de la VO2, sont très différentes. Les guidelines français sont en faveur de faire une VO2 plutôt qu'un test d'effort. C'était le cas pour les guidelines européens en 2017. Ça a disparu en 2021. Il n'y a pas d'études très très fortes qui montrent qu'il y a une grande valeur ajoutée. Mais je pense que quand on peut le faire, il y a toujours des renseignements supplémentaires par rapport au simple test d'effort. Si on place maintenant sur la pathologie mitrale, on va voir qu'il y a plus d'intérêt et plus de choses. Globalement, dans la pathologie mitrale, que ce soit le rétrécissement ou pour l'insuffisance, c'est indiqué quand on a une discordance entre la clinique et donc les symptômes du patient et les données de l'échographie de repos. Donc pour le RM serré, pas d'indication, symptomatique, pas d'indication. Mais dès lors qu'on a soit un RM serré et patient qui se dit totalement asymptomatique, soit un RM peu serré et patient symptomatique, eh bien, il y a une indication à faire un test d'effort et plutôt une échographie d'effort. On va le voir sur un exemple. Il faut juste retenir pour que, effectivement, le rétrécissement mitral, il y a une très grande variation de l'élévation du gradient en fonction de la fréquence. Là aussi, on va le voir sur un exemple. Les recommandations vont dans le même sens, disent là encore que ce soit les recommandations européennes sur la droite ou américaines en bas, qu'on peut s'aider d'une échographie d'effort pour évaluer les patients quand on a une discordance entre la clinique et l'échographie de repos. Quels sont les paramètres intéressants? Eh bien, ça va être l'évolution du gradient, à retenir plus de 15 mm de mercure, non pas le delta de 15 mm de mercure, mais il faut que si on a au cours de l'effort un gradient moyen qui dépasse au GVG 15 mm de mercure, c'est un marqueur de gravité. Et si on a une PAPS d'effort de plus de 60 mm de mercure, c'est également un critère de gravité. J'insiste que pour que ces critères soient vraiment valides, il faut qu'ils soient obtenus assez rapidement lors du début de l'effort. Si on a un patient qui fait 200 watts et qui va dépasser 15 mm de mercure et 60 mm de gradient et 60 mm de mercure de PAPS, à mon sens, ça n'a absolument rien de pathologique. Mais si c'est obtenu rapidement au début de l'effort, ça a un caractère pathologique. Donc un cas de Jacques Cartier, une patiente de 24 ans qui a une maladie rhumatismale connue, qui avait été dilaté, je crois que c'est le docteur Ovas qui s'en est occupé, un RM dilaté en 2015 avec un très bon résultat. Et la patiente revient, je pense que l'évaluation a été faite en 2017 ou 2018, pour une dyspnée d'effort, et elle a un désir de grossesse. Alors, quand on voit son échographie de repos, on a effectivement une maladie rhumatismale tout à fait typique, avec un aspect en genou de la grande valve mitrale, un aspect très remanié des sigmoïdes aortiques, des petites fuites mitrales et aortiques qui restent discrètes. On voit sur cette coupe qu'effectivement, il y a un bon résultat de la valvuloplastie avec une commissure postérieure qui est bien ouverte, une commissure antérieure qui reste plus fusionnée. Et quand on voit les paramètres de repos, effectivement, on est plutôt rassuré. Un gradient moyen à 5, donc une bonne surface de repos. Sur l'aorte, on a un gradient, mais qui reste modéré. Une PAPS de repos normale et une fuite mitrale contingente qui reste tout à fait modeste. À l'écho d'effort, on voit que cette patiente a effectivement un très bon ventricule, une très bonne réserve inotrope. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. En revanche, quand on regarde l'évolution du profil hémodynamique, eh bien, les choses ne sont pas tout à fait les mêmes. Déjà, elle fait une tolérance à l'effort très moyenne. Je vous rappelle qu'elle a 24 ans. Elle fait 75 watts. Et vous voyez qu'on a une bonne évaluation de la pression artérielle, qu'on a une élévation du gradient mitral qui, dès 25 watts, dépasse 15 mm de mercure, et un gradient aortique qui va s'élever normalement, mais là, ce n'est pas le sujet. Et vous voyez qu'effectivement, la PAPS, dès 50 watts, va dépasser 60 mm de mercure. Donc, on est très gêné. On a une patiente qui est symptomatique, qui semble avoir un bon résultat sur sa valvuloplastie. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Est-ce qu'il faut lui remplacer les deux valves en sachant qu'elle est jeune et qu'elle a un désir de grossesse? Est-ce qu'il faut refaire une dilatation percutanée? Est-ce qu'il y a autre chose à proposer?
Alors, je suis passé un peu par perversité, je suis passé un petit peu rapidement sur l'évolution de la fréquence cardiaque. En fait, cette patiente a une fréquence cardiaque qui s'élève très très rapidement, plus de 100 par minute à 25 watts, donc lors des premières secondes, la première minute d'effort. Et ça, c'est sûr que sur un RM, c'est mal toléré. Donc, on a conclu que cette patiente était gênée, non pas la confrontation des images échographiques de l'anatomie vue à l'écho d'effort et du profil hémodynamique montre qu'elle n'est pas gênée par son RM, mais en tout cas surtout par sa tachycardie avec une tachycardie mal tolérée. Donc on l'a mis sous bêta-bloquant et on a retesté à l'effort. Et vous voyez qu'à l'effort, eh bien, son profil hémodynamique est beaucoup plus satisfaisant. Elle gagne 25 watts directement. On l'a fait vraiment 15 jours plus tard. Hein. Elle gagne 25 watts de puissance. Et surtout, vous voyez que son gradient s'élève de manière beaucoup plus modérée et de manière beaucoup plus tardive, et que sa PAPS n'atteint que 60 mm de mercure que vraiment en toute fin d'effort. Donc c'est intéressant dans ce cas, c'est que c'est vraiment la confrontation, l'écho d'effort a permis d'évaluer la confrontation de l'anatomie valvulaire et des paramètres hémodynamiques qui ont permis de conclure qu'elle n'était pas gênée par son RM, mais par une intolérance de sa tachycardie. Dans l'insuffisance mitrale, là encore, hein, si on prend l'insuffisance mitrale primitive, il y a une indication quand les patients présentent une discordance entre les symptômes et la sévérité au repos de la valvulopathie. C'est encore ce que les recommandations, qu'elles soient européennes ou américaines, vont dans ce sens. Alors là aussi, c'est beaucoup l'équipe belge qui a travaillé sur ce sujet. Ils avaient sur l'insuffisance mitrale primitive asymptomatique, ils avaient effectivement des patients qui avaient une IM au moins moyenne, et sur ces IM qui étaient au moins moyennes, dans plus de la moitié des cas, près de la moitié des cas, ils présentaient une HTAP d'effort. Et quand ils s'intéressaient au suivi de ces patients, il était intéressant de voir que c'était pas facile de voir quelle était l'évolutivité à l'effort de ces valvulopathies. Globalement, la plupart vont rester relativement stables. Ces IM primitives vont pas tellement évoluer à l'effort. Il y en a certaines qui régressent. Et puis, il y en a près d'un tiers des patients vont présenter à l'effort une augmentation de leur volume régurgitant de plus de 15 millilitres. Et quand on regarde le pronostic de ces patients, eh bien, à la fois l'évolution du volume régurgitant et de la PAPS, eh bien, à l'effort, eh bien, une très bonne valeur pronostique. Même dans ce papier, vous voyez que l'existence d'une HTAP d'effort avait une valeur pronostique plus puissante que l'existence d'une HTAP de repos. Alors, personnellement, je trouve que c'est le critère le plus intéressant et plutôt l'évolution de la PAPS, parce que l'évolution, notamment sur les IM primitives du volume régurgitant, en pratique, c'est pas toujours très facile. Alors, pour illustrer deux cas cliniques, un patient de 40 ans qui a un souffle à l'auscultation, qui avait été adressé pour une écho d'effort, un VG de taille limite, prolapsus de P2, tous les autres critères sont rassurants, le Holter et le BNP. J'étais pas passé, mais globalement, ce patient envoyé à une vraie pathologie, un vrai prolapsus avec un sort à 0,4 cm², une PAPS de repos qui est normale. Quand on le teste à l'effort, on voit que effectivement, on n'a pas ou peu d'augmentation. Ce patient fait une très bonne tolérance à l'effort, 240 watts, 90% de la FMT. On voit qu'il n'y a pas d'évolution du sort et qu'il n'y a pas d'évolution, une évolution tout à fait physiologique de la pression pulmonaire qui va arriver à on va dire, il a 50 de gradient, c'est-à-dire à peu près 55 ou 60 dans la P pour un très bon effort. Il n'a pas fait de trouble du rythme, on est plutôt rassuré. Et ce patient, on peut se dire qu'effectivement, on peut le suivre sans trop de soucis. Un patient plus âgé, mais qui a exactement la même fuite, avec le même ventricule. Là encore, pas de signe de mauvaise tolérance sur le Holter, sur la taille de l'OG qui est de taille limite ou sur le BNP. Et quand on l'interroge, il dit que vraiment tout va bien, qu'il fait son jardin sans problème. Au repos, il a un VG qui est hyperkinétique. Il a là encore une fuite mitrale à peu près la même que le précédent.
une PAPS normale. Et quand on le teste à l'effort, qu'est-ce qu'on voit? D'une part, il va 70 watts, il est vraiment au bord de l'asphyxie. Dès 50 watts, il obtient 60 dans la paix et il va obtenir plus de 80 au maximum de l'effort. Avec des ESV dans tous les sens, ce patient, on l'a fait opérer assez rapidement. Dans la fuite mitrale secondaire, donc c'est qui reste un problème de prise en charge pour tout le monde. Hein. Les recommandations sont, vous savez, il n'y a pas beaucoup de recommandations pour la prise en charge chirurgicale, sauf qu'évidemment ces patients doivent être opérés d'un pontage ou d'une autre chirurgie. À ce moment-là, il y a une indication, mais pour les IM ischémiques purs, ça reste un problème malgré l'avènement du mitral clip. Les recommandations insistent maintenant sur le fait qu'il y a un intérêt chez les patients qui ont une fuite mitrale ischémique modérée, qui a un intérêt avant notamment une revascularisation chirurgicale. Il y a une indication à les tester à l'effort, parce qu'on a tous en tête des patients qu'on a opérés de pontage avec une fuite mitrale qui paraissait modérée et qui est devenue plus importante en post-opératoire et pour qui on était évidemment très embêtés. Alors ces fuites mitrales ischémiques, vous savez qu'elles ont différents mécanismes. Il n'y a pas de corrélation entre la localisation de l'infarctus et le degré de la fuite mitrale au repos. On peut avoir des mécanismes différents sur les infarctus, notamment inférieurs et les infarctus antérieurs. Globalement, quand on regarde l'évolution de ces fuites mitrales ischémiques, eh bien, elle est très difficile à prévoir. Il y en a qui vont diminuer, il y en a près de la moitié qui vont augmenter, et puis il y en a d'autres, un tiers qui va augmenter, et puis près de la moitié qui finalement ne va pas ou peut bouger à l'effort. On a l'impression que les fuites mitrales sur des infarctus antérieurs ont un plus mauvais pronostic, qu'il y a un phénomène de dilatation VG qui va s'aggraver à l'effort, alors que quand c'est un infarctus inférieur, s'il est limité ou s'il n'y a pas d'ischémie importante, elles peuvent régresser au cours de l'effort. Ces fuites mitrales ischémiques qui se majorent à l'effort, la majoration de cette fuite mitrale a une valeur pronostique. Hein, le cutoff, là encore, je trouve que c'est assez difficile à mesurer. C'est l'augmentation du sort de plus de 13 mm². Et ça a une valeur pronostique à court terme, mais aussi, vous voyez, à long terme, sur des suivis plus importants, 5 ans, sur les études de l'équipe belge de Lancelotti. Alors pour illustrer, juste pour finir, vous allez voir, c'est vraiment un cas... les images ne sont pas magnifiques, mais vous allez voir que c'est vraiment un cas très pratique. Un patient de 72 ans qui a une cardiopathie ischémique, qui a occlu son pont marginal assez rapidement, qui a également une cardiopathie rythmique ablatée en 2016, qui est sous bêta-bloquant, qui est sous cordarone, qui a une fraction d'éjection modérément altérée, une fuite mitrale modérée à moyenne, qui a pris du poids et qui est dressé en réadaptation parce qu'il est très dyspnéique. À l'ECG, il a un bloc de branche gauche, il a un BNP, vous voyez, un petit peu élevé, mais ce n'est pas encore catastrophique. Et à l'épreuve d'effort qui avait été faite quelques jours plus tôt, eh ben, il faisait 90 watts et il avait une absence chronotrope avec une fréquence qui ne dépassait pas 72. Bref, il a tout pour être essoufflé, il est en surpoids, il a une absence chronotrope, il a une absence mitrale. Est-ce que cette fuite mitrale s'augmente à l'effort? Est-ce qu'il y a un asynchronisme? Donc comment se sortir de tout ça? On a arrêté la cordarone pour diminuer un peu son absence chronotrope et on l'a testé à l'effort. Vous voyez, les images ne sont pas magnifiques, mais c'est la vraie vie. Au repos, on a une dysfonction VG modérée avec effectivement sur l'image de droite une franche séquelle inféro-basale. Quand on regarde s'il a une fuite mitrale qui paraît, on va dire, modérée, mais finalement pas si modérée que ça, il a quand même un sort à 0,23, ce qui sur une fuite mitrale ischémique n'est pas déjà négligeable, une PAPS qui est normale au repos. Et quand on regarde ce qui se passe à l'effort, eh bien on voit qu'il a une bonne réserve inotrope. Son ischémie n'a pas l'air d'augmenter, au contraire. Après l'arrêt des bêta-bloquants, il a gagné un petit peu en réserve chronotrope. Et surtout,
on voit que sa fuite mitrale a plutôt tendance à baisser et que sa PAPS ne va pas du tout évoluer de manière pathologique. Donc l'écho d'effort a permis de résoudre un certain nombre de problèmes. Il n'est pas gêné par un asynchronisme, il n'est pas gêné par une augmentation de sa fuite mitrale, il n'est pas gêné par une augmentation de sa PAPS, il est gêné par le surpoids et par son insuffisance chronotrope. On a baissé le traitement, on a fait perdre du poids et il s'est amélioré de manière très satisfaisante. Donc en conclusion, l'intérêt de l'écho d'effort dans la prise en charge des valvulopathies. Valvulopathie aortique, pour l'instant, il n'y a pas d'indication, en tout cas pas d'insuffisance aortique. Et dans le RAC, on n'a pas de critères qui, de manière formelle, apportent une valeur ajoutée par rapport au simple test d'effort. Dans la valvulopathie mitrale, c'est intéressant quand on a une discordance entre la clinique et les symptômes. Dans le RM, c'est vraiment très intéressant. Dans l'insuffisance mitrale primitive, là encore, donc discordance clinique-symptôme, avec une grande valeur de l'évolution de la PAPS. Et dans l'IM secondaire, une discordance entre la clinique et les symptômes, avant une revascularisation, sauf des fuites mitrales qui semblent modérées, notamment avant une revascularisation chirurgicale. Et il faut y penser aussi, ça a été publié dans le New England par l'équipe belge encore une fois, sur des OAP flash, des patients qui ont des fuites mitrales qui semblent modérées et qui peuvent faire des majorations très importantes de leur fuite mitrale quand ils vont bouger et qui vont faire des OAP flash. Il faut penser à vérifier que ce ne soit pas lié à l'effort, à une explosion de la fuite mitrale. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Yves. Est-ce qu'il y a des questions pour le docteur Tabé dans la salle? Donc tu fais plus de, comment dirais-je, tu fais que des épreuves d'effort pour tes RAC? Moi j'avoue que je fais des échos d'effort parce que j'ai peur qu'ils tombent en fait du vélo. C'est-à-dire que sur l'écho d'effort ils sont allongés, ça me rassure. Maintenant, à part si on me les adresse pour ça, mais en général, moi, je ne pose plus d'indication d'écho d'effort dans le RAC parce qu'en fait, je sais pas trop quoi mesurer, quoi. Le gradient, je pense que l'augmentation du gradient, c'est un peu un non-sens. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui a été fait dans les codobutamines pour les dysfonctions VG, on demande au contraire à ce que le gradient augmente. Et à l'écho d'effort, on voudrait que ce soit le contraire. Donc ça n'a pas de sens. Donc augmentation de gradient n'a pas d'intérêt. Éventuellement, pour voir s'il y a une dysfonction VG à l'effort, mais encore une fois, dans la mesure où il n'y a rien de publié sur le sujet, je ne sais pas trop quoi en faire, quoi. Ok. Eh bien, merci. On va enchaîner sur le cardio quiz avec Elena Dossi et Morad Djebar. Donc pour le quiz, il faut utiliser cet objet que vous avez tous dans votre poche. Allez sur l'application et dans l'application, il y a un petit onglet en bas marqué Quiz qui va vous permettre de répondre aux questions. Alors merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc on va attaquer Elena et moi-même avec 4 cas cliniques, mais on va essayer d'être bref. Donc j'ai 2 premiers cas cliniques. Alors, un près d'une femme de 80 ans, antécédent ammectomie droite, chimiothérapie, radiothérapie en 92. Vous voyez qu'elle a une dilatation mitrale en 2007, de la FA permanente. Pas d'autres gros soucis, un traitement adapté à ces différentes pathologies. L'histoire de la maladie, c'est que déjà en 2015, il y avait finalement une indication opératoire qui devait être retenue, mais la patiente a refusé et nous, on la retrouve en fait dans un état d'aggravation progressive de sa symptomatologie avec une insuffisance cardiaque réfractaire. Elle sort plus de chez elle, elle a perdu vraiment en autonomie depuis quelques mois. La syphose dorsale, le faciès mitral, l'auscultation maladie mitrale et des signations cardiaques périphériques, pardonnez-moi. Donc les données de l'échographie, vous les voyez en haut, donc une maladie mitrale sévèrement calcifiée, sévère avec une planimétrie aux alentours de 0,7-0,8 cm², une PHT concordante entre 0,7 et 0,8 cm², une fuite mitrale qui n'est pas négligeable et une HTAP avec une PAPS aux alentours de 50 mm de mercure. Les données de l'échographie transœsophagienne confortent ces données-là avec, vous voyez vraiment sur l'image en 3D, la maladie mitrale massivement calcifiée avec une ouverture extrêmement réduite. J'ai pas remis la planimétrie, on peut faire du multiplan, mais on retrouvait exactement la même chose qu'en échographie cardiaque. Une fuite mitrale qui n'est pas négligeable et une IT, la valvulopathie aortique modérée et pas de thrombus dans l'oreillette gauche. Le reste du bilan, pas de gros soucis, coro normal, les données de l'échographie qu'on a vu avec une OG très dilatée, une FE conservée, une dysfonction VD également. Donc, première question, quel examen complémentaire pour décider d'une stratégie thérapeutique?
une IRM cardiaque, un scanner cardiaque, un cathétérisme gauche-droit ou D, la réponse D. Vous avez 30 secondes. Bon, bravo, c'est pas mal, on va voir alors la réponse. On attend un peu. Et donc, il y a quand même beaucoup de D, la réponse D finalement. Ok, donc c'est pas mal, on avance pour pas perdre trop de temps, mais effectivement vous avez compris. Je pouvais passer, voilà. Le scanner cardiaque est l'examen indispensable dans l'évaluation des calcifications. C'est vraiment l'examen de référence au gold standard. Comme vous le voyez là sur les images du haut, on voit vraiment le prolapsus P2, la calcification postérieure. Alors en échographie, on la voit, mais les calcifications sont plus difficilement visibles. En reconstruction 3D, on voit parfaitement que c'est un prolapsus P2 avec une calcif postérieure. Donc c'est essentiel dans le bilan préopératoire pour certains malades quand l'échographie nous oriente en pré-plastie, en pré-RVM, parce que ça peut nous adapter la stratégie thérapeutique, voire le geste chirurgical. On sait que les calcifications transfixiantes sont un risque accru de rupture péropératoire, d'allongement de CEC ou de complications post-opératoires. Donc, le scanner cardiaque, on continue avec l'étude en haut de Guerrero, ils ont décrit clairement, pour que ça soit vraiment reproductible, de 0 à 10 de calcification en gros modérée, minime à sévère en fonction de l'épaisseur de la calcification, en fonction de s'il fait tout le tour, plus de 270 degrés, des localisations dans le trigone. Et vous voyez sur les autres belles images de scanner que ça va être clairement la planification pour le valve-in ring, pour le valve-in valve, et la discussion dans les TMVI avec des valves S3. Donc au total, c'est une femme de 80 ans, elle a une maladie mitrale massivement calcifiée, très serrée, une insuffisance cardiaque réfractaire, une cachexie, mais elle a gardé un bon statut intellectuel, la dégradation était finalement assez récente, et le scanner cardiaque vous confirme les calcifications mitrales massives. Donc quel traitement proposez-vous? Traitement médical optimisé, un RVM chirurgical, un TMVI, une dilatation mitrale, parce que c'était une histoire de sténose mitrale rhumatismale finalement initialement. Donc finalement le TMVI l'emporte quand même. On va voir s'il y a quand même des gens pour la chirurgie. On va passer à la suite. On va passer du coup à la réponse. Donc le TMVI l'emporte quand même largement. Donc effectivement, on a retenu chez cette patiente-là plutôt une stratégie de TMVI. Alors comme je disais, les recommandations, c'est que les calcifications mitrales, ce qu'on appelle la MAC, est fréquent dans la population âgée. On a jusqu'à 10% des TAVI qui ont une MAC sévère. L'échographie cardiaque est difficile chez ces malades-là parce qu'il y a pas mal de calcifications. Donc du coup, la planimétrie est difficile et clairement, le scanner prend toute sa place dans le diagnostic, la confirmation et également dans le guidage et dans l'adaptation de la stratégie. La chirurgie est clairement à haut risque. C'est une contre-indication clairement à une dilatation mitrale dans ces cas-là. Il y a quelques patients qui ont été faits avec des TMV, avec des valves S3. C'est peu de patients et vraiment la sélection des patients guidée par le scanner est très importante. Et il y a maintenant la Tendyne, on va dire, qui a la valve qui montre des choses assez intéressantes dans la calcification mitrale, mais en France, c'est pas encore remboursé. Et donc voilà. Donc ici, c'est au Mont Sinaï, c'est l'algorithme que finalement on utilise un petit peu. On a une maladie mitrale, calcifiée, une calcification mitrale annulaire. Donc est-ce que le candidat est opérable ou pas? Si inopérable, s'il y a les critères, on verra après brièvement, c'est plutôt le TMVR. S'il est opérable, en fait, donc le scanner prend toute sa place et on évalue la morphologie de la calcification annulaire. Si elle a plus de 270 degrés, comme on l'avait vu tout à l'heure, et que le risque d'obstruction est faible, on peut proposer un TMVI, donc obstruction de la chambre de chasse. Par contre, si le risque est élevé, on peut faire appel à un chirurgien et faire en fait des procédures hybrides où on utilise finalement une valve S3, mais pour éviter le risque d'obstruction de la chambre de chasse, il peut chirurgicalement enlever la valve mitrale antérieure et éviter ces complications. Et de l'autre côté, si finalement la calcification n'est pas si sévère que ça, on peut proposer une chirurgie conventionnelle de remplacement valvulaire ou même parfois de plastie mitrale, mais vraiment il faut les étudier de manière importante et l'avis du chirurgien au moment de son intervention est primordial. Donc à droite, on vient pas, en gros c'est le patient inopérable, grosse calcification, soit circonférentielle, soit au moins 270 degrés. Il faut vraiment évaluer le risque d'obstruction de la chambre de chasse. Et voilà. Donc ici, en vous montrant les images à gauche, le premier, les trois types de complications, finalement c'est
que la valve ne s'accroche pas comme il faut, donc il faut évaluer les choses comme il faut. Les fuites paravalvulaires, une fois qu'on a déployé la valve sur la mitrale, et ensuite le risque d'obstruction. Et vous voyez, c'est assez bien prédit. En gros, les petites cavités, les longueurs, enfin les valves mitrales antérieures un peu élongées, l'angle aortomitral qui est extrêmement important et les grosses calcifications des cordages sont des facteurs de risque d'obstruction de la chambre de chasse. Et donc à droite, maintenant, avec des logiciels comme Trimentio, on arrive à prédire, à évaluer en fait avant l'intervention, mettre la valve et exactement voir la néo-LVOT, ce qui reste, et être sûr qu'on ne soit pas obstructif avant de proposer ce type d'intervention. Donc en image, la procédure, on y va. Donc la maladie mitrale n'a pas changé, très sévère. Le gradient moyen à 12 en début de procédure, on fait un cathétériseur, enfin un transseptal. On se rapproche un peu, comme sur le Mitraclip, de la valve mitrale. On essaie d'être plutôt perpendiculaire quand même pour essayer de bien mettre la prothèse. Ils ont réalisé une prédilatation sur l'image tout en bas à droite de la valve aortique, de la valve mitrale. On amène la prothèse, elle est déployée. Donc on voit que c'est drôle, c'est que c'était complètement fermé. On voit comme un orifice maintenant qui est parfaitement arrondi. On voit qu'il persiste une petite fuite là-bas avant d'enlever. Il y a une post-dilatation. À droite sur l'image, on voit que la peau, qu'il n'y a pas d'obstruction, il y a une accélération dans la chambre de chasse et finalement le résultat final est plutôt pas si mal que ça, avec une prothèse qui fonctionne bien, qui est bien déployée, qui est peut-être un petit peu basse mais qui n'est pas obstructive, et une fuite paraprothétique qui est plutôt jugée modérée avec un gradient moyen à 5. Donc les suites sont simples, la patiente est post-symptomatique au repos. Elle a été transformée très rapidement, l'AFA était à cadence ventriculaire contrôlée et on avait un bon résultat persistant et avec une patiente qui a pu retourner à domicile. J'avance directement sur le deuxième cas clinique, c'est 78 ans, antécédent d'IM rhumatismal, un remplacement alvéolaire mitral biologique par une valve 31, des suites post-opératoires ont constaté déjà l'apparition d'une IM minima modérée paraprothétique. L'histoire récente, c'était l'aggravation de l'IM sans argument pour l'endocardite. Il accélère un peu. Donc les données de l'échographie, comme vous le voyez, on a une prothèse qui ne fonctionne pas si mal que ça, avec peut-être une cuve qui s'ouvre un petit peu moins bien. On voit bien la déhiscence, on voit la fuite mitrale qui est sévère, paraprothétique. Sur les images TrueView 3D, on voit bien, on arrive à localiser le défect. La SOR est à 65, donc une fuite mitrale paraprothétique sévère avec un gradient moyen à 5 mm de mercure. Donc le reste du bilan sans grande particularité. Le scanner cardiaque permet de confirmer le défect, de le localiser. Il n'y a pas d'argument pour une endocardite. Et l'échographie, on vient de l'avoir, donc FEVG normal, PAP 50 mm de mercure. Donc qu'est-ce que vous proposez? Traitement médical optimisé, un RVM Redux, une fermeture percutanée. Je crois qu'il y a eu une session avec Philippe que j'ai raté sur un peu le même sujet, on me l'a dit après, donc désolé Philippe, on aurait dû se concerter. Mais donc effectivement, on a plutôt retenu dans ce contexte-là, sans du temps, la fermeture percutanée. Donc brièvement les guidelines, donc indication de réintervention. Quand il y a une endocardite, c'est chirurgical. Quand il y a de l'hémolyse répétée, des transfusions, il faut faire quelque chose quand il y a l'insuffisance cardiaque. Et du coup, la discussion de la fermeture percutanée, c'est clairement quand les patients ont un haut risque chirurgical ou une contre-indication chirurgicale. Juste image de gauche pour vous montrer que voilà, pour discuter, c'est comme pour le Mitraclip, il faut vraiment, en fait, on reprend comme sur une horloge pour avoir une discussion claire avec le cathétériseur, pour pas dire en haut, à droite, en bas. On décrit vraiment comme sur une horloge. Plusieurs dispositifs, certains n'étaient même pas adaptés pour les fuites paraprothétiques, certains sont maintenant développés pour la fermeture de fuites paraprothétiques. Comme pour la mitrale tout à l'heure, le scanner est vraiment essentiel en pré-procédure pour planifier, choisir le type de device. Donc là, on voit bien le défect qui a été mesuré aux alentours de 10 x 6 mm en scanner. En ETO à côté, en multiplan 3D, on reprend, on mesure, c'est un peu comme la 3D vena contracta, et du coup, on mesure, on voit que le défect, on a 11 x 5, donc on est vraiment concordant. Et du coup, on était parti sur une prothèse 14 x 5. La procédure, je vous la remontre. Donc du coup, il y a un transseptal. On arrive au niveau au-dessus de la valve mitrale. On cathétérise. Du coup, on passe dans le trou. C'est plutôt bien passé. Une fois qu'on a fait ça, on emmène petit à petit. Alors, je sais pas pourquoi elle ne tourne pas les boucles. Si elles peuvent tourner. On emmène la prothèse
au niveau du... Bon, on va tourner normalement, mais du coup, bon, elles sont aussi belles, même arrêtées finalement. Donc en gros, on emmène petit à petit la prothèse au niveau du défect, on la déplace, vous voyez qu'il persistait une petite fuite résiduelle, et en fait, finalement, en la repositionnant convenablement, à la fin, on a un excellent résultat, vraiment avec une fuite qui est... Enfin, il n'y a rien du tout, quoi, une micro-fuite. Donc, est-ce que, comme il y avait des images fantastiques, est-ce que vous voyez une aide à la procédure interventionnelle éventuellement en plus de l'ETO? Oui, non, vous n'avez plus envie de répondre, ce qui commence à être tard. Quand même, il y en a qui n'ont plus envie de répondre, franchement, c'est pas sympa. Ok. Donc oui, vous voyez quand même, malgré ces images exceptionnelles, il faut quelque chose en plus. Ok. Ben effectivement, on peut s'aider en fait des fusions d'images, et en fait, grâce au scanner avant, on repère clairement le défect. Ça aide en plus des images en dessous qui, je ne sais pas pourquoi, ne tournent pas. On arrive à cathétériser directement en fait dans ce qui a été dessiné pour le cathétériseur sur son angiographie, et on met en place. Il y a un bug sur la fin. Bon, en gros, on met en place la prothèse, et finalement, on a le même résultat. On passe à la suivante, sinon on va terminer comme ça juste avant l'écho de sortie, mais ensuite c'est fini. Donc l'écho de sortie, voilà, pour vous montrer un très bon résultat. On voit bien la prothèse en ETT, en petit axe et en paracéral grand axe. Pas de fuite résiduelle quasiment, et tout s'est bien passé avec un retour à domicile DJ1. Merci pour votre attention. Merci Morad, c'était magnifique. Donc, on enchaîne avec Elena. Oui, peut-être s'il y a des questions à la fin. Bonsoir. Donc on va finir par 2 petits cas cliniques, encore un petit peu de courage. Juste le temps que ça se lance. Voilà. Donc, une femme de 68 ans qui a comme principal antécédent une FA persistante, qui a fait plusieurs décompensations d'insuffisance cardiaque droite et qui garde une dyspnée stade 2 au long cours, qui a quand même une bonne dose de l'Azilix au long cours, 250 mg, de l'Aldactone et une anticoagulation efficace. Donc, on voit des cavités droites franchement dilatées avec une fuite tricuspide importante que vous ne verrez pas. Et on voit sur la diapo de droite que les feuillets tricuspides ne se touchent plus du tout avec un important gap, une large dilatation de l'anneau. On est reparti. Donc, on poursuit les explorations de cette patiente en échographie transœsophagienne avec une coupe mi-d'œsophage, la coupe commissurale. On repère le muscle papillaire, ce qui nous permet après de balayer de la commissure antéroseptale vers le centre. Et vous voyez que plus on se rapproche vers le centre, plus on a un défaut de coaptation qui est majeur, qui est franchement très large. On poursuit par l'échographie transœsophagienne. On voit qu'il s'agit bien d'une valve tricuspide. Vous avez le feuillet septal à droite, en haut le feuillet postérieur qui est festonné, et puis en bas un large feuillet antérieur. On voit qu'il y a un volumineux gap vraiment très impressionnant. Alors, quels éléments échographiques vous manquent-ils pour pouvoir avancer dans votre raisonnement pour prendre en charge cette patiente? Des images sur les valves du cœur gauche, la fonction ventriculaire gauche, le strain longitudinal global, la fonction ventriculaire droite, l'évaluation de la volémie. Plusieurs réponses. Ok, on va passer à la suite. Donc effectivement, encore s'il vous plaît, ça me sert moi. Effectivement, il est très important d'abord de vérifier s'il existe ou pas une valvulopathie du cœur gauche associée. Donc chez cette patiente, c'était pas le cas. D'évaluer afin de prendre en charge la patiente la fonction ventriculaire droite et la fonction ventriculaire gauche, car en termes de risque chirurgical ou de pronostic, c'est vraiment pas la même chose. Et puis l'évaluation de la volémie, car afin de proposer une technique, que ce soit une technique interventionnelle ou même une technique de chirurgie, annuloplastie versus remplacement de la valve, il est important d'évaluer la patiente dans des conditions de volémie optimales afin de voir le meilleur résultat qu'on peut obtenir pour elle. Quel examen complémentaire vous manque-t-il pour prendre en charge cette patiente? Le dosage du BNP, un cathétérisme droit, un scanner cardiaque, dosage de la créatinine et du bilan hépatique, une IRM cardiaque. Réponse multiple.
pareil, on peut afficher peut-être les réponses. Ok, donc le cathé droit, la créate, le bilan hépatique pour le retentissement, très important. L'IRM tient une bonne place et puis derrière un peu les autres, on va afficher les réponses. Donc effectivement, le cathé droit est très important afin d'évaluer les pressions artérielles pulmonaires qui greffent aussi le pronostic qu'il soit chirurgical ou clinique et puis d'évaluer encore une fois la volémie, de vérifier qu'on a bien évalué notre patient dans des conditions de volémie correctes. Le dosage de la créatinine et du bilan hépatique sont très importants pour le pronostic et le risque chirurgical, et puis l'IRM cardiaque afin de confirmer en fait surtout les données de l'échographie, à savoir les dilatations cavitaires et puis la fonction du cœur droit et du cœur gauche. Donc chez cette patiente, c'était un bilan plutôt rassurant. L'HTAP post-capillaire était modéré, la créatinine et le bilan hépatique étaient normaux, et puis l'IRM cardiaque retrouvait effectivement une bonne fonction ventriculaire gauche et ventriculaire droite. Quel score de risque calculez-vous pour stratifier un peu la prise en charge de votre patiente? L'Euroscore 1, l'Euroscore 2, le TRI-score, le TRICLIP score. Donc l'Euroscore 2 que tout le monde utilise maintenant en pratique courante pour toutes les chirurgies. Et puis en deuxième position, effectivement, le TRI-score et non pas le TRICLIP score. On va afficher les réponses s'il vous plaît. Donc effectivement, donc l'Euroscore 2, c'est le score qu'on utilise en pratique courante, mais en fait qui est très mauvais pour caractériser le risque chirurgical des chirurgies du cœur droit isolées. C'est pour ça qu'il y a une équipe qui a développé récemment un score qui s'appelle le TRI-score, qui repose sur 8 critères: l'âge, le stade NYHA, la présence de signes d'insuffisance cardiaque droite sévère, la dose de l'azilix journalier supérieure à 125 mg, l'insuffisance rénale sévère, une élévation de la bilirubine, la fonction ventriculaire gauche et la dysfonction ventriculaire droite. Grâce à ça, après, on calcule un score de risque. Ils ont défini le faible risque avec un score inférieur ou égal à 3, qui correspond à un risque de mortalité hospitalière jusqu'à 5%. Puis un risque intermédiaire de 4 à 5 qui correspond à une mortalité hospitalière de 8 à 22%, et puis un score supérieur ou égal à 6 qui correspond à une mortalité quand même de 22% à 65%, qui va nous permettre, j'espère, à l'avenir vraiment de mieux stratifier le risque pour nos patients et de prendre la meilleure décision thérapeutique pour eux. Donc chez cette patiente, vous avez vu qu'elle avait un TRICLIP score à 5%, un Euroscore 2 à 1,2%. Donc elle avait une bonne fonction ventriculaire gauche, une bonne fonction ventriculaire droite, unité vraiment massive avec un large défaut de coaptation. Qu'est-ce que vous lui proposez? Une prise en charge chirurgicale, un TRICLIP ou la poursuite d'un traitement médical. Donc sans surprise, ça se fait rattraper. Non, ok. On va afficher les réponses sans surprise. Là, cette patiente, c'est vraiment quand même la bonne candidate pour lui proposer une correction chirurgicale. Les recommandations de 2021 ont été un petit peu modifiées dans ce sens où avant, on parlait de l'insuffisance tricuspide fonctionnelle que lorsque le patient avait déjà eu une correction sur la valve du cœur gauche, et maintenant, ils ont retiré cette petite astérix, et donc là, une insuffisance tricuspide fonctionnelle isolée sévère chez une patiente symptomatique avec une dysfonction ventriculaire droite pas trop sévère, une HTAP pas trop importante et une patiente opérable, on peut lui proposer raisonnablement une correction chirurgicale. Je vais vous présenter maintenant le cas d'une seconde patiente. Bon bah bravo, c'était bien. 83 ans, qui elle aussi en FA permanente, mais qui a en plus un pacemaker double chambre, qui a présenté pareil plusieurs poussées d'insuffisance cardiaque droite, pareil forte dose de l'azilix, d'aldactone, traitement anticoagulant, une petite insuffisance rénale modérée et un bilan hépatique un peu perturbé. L'échographie transthoracique. Donc on voit une décavité droite franchement dilatée avec une unité volumineuse, un défaut de coaptation mais qui paraît comme ça moins important, avec une fonction ventriculaire gauche qui paraît conservée. En échographie transœsophagienne en coupe transgastrique, on voit qu'il s'agit bien d'une valve tricuspide avec une fuite qui prédomine entre les feuillets antéroseptaux en bas et puis centrale.
Et puis, quand on fait la coupe mi-d'œsophage et qu'on balaye, on voit sur la diapositive du milieu qu'en postéro-septal, il y a la sonde de pacemaker qui est là, mais qui ne gêne pas du tout les feuillets, qui n'est pas responsable de la fuite. Et puis, quand on se déplace vers les feuillets antérieurs et septales, on voit apparaître la fuite avec la fuite qui prédomine à cet endroit-là. Donc, unité fonctionnelle, sévère, prédominance antéroseptale et centrale, non liée à la sonde de pacemaker qui est gentiment positionnée dans la commissure postéroseptale, un défaut de coaptation qui n'est pas trop important, une bonne fonction ventriculaire gauche et droite, et une volémie optimisée, ce que la veine cave était correcte compte tenu de sa pathologie. L'IRM cardiaque confirme les données de l'échographie et le cathétérisme droit retrouve une HTAP postcapillaire modérée. Qu'est-ce que vous proposez du coup à cette patiente? Donc TRIFR, dont vous a parlé Antoinette, une prise en charge chirurgicale ou un traitement médical. Donc sans surprise, voilà, on propose à cette patiente de participer à TRIFR parce que, on va afficher les réponses. Il s'agit d'une patiente qui a quand même un risque chirurgical important, avec un Euroscore 2 à 5%, un Triscore à 22%, une anatomie qui se présente vraiment de façon favorable pour une correction interventionnelle, une FEVD conservée, une HTAP modérée. Cette année, dans les recommandations, il est apparu exactement pour ce type de patiente, donc c'est-à-dire des patientes inopérables, symptomatiques, qui présentent une unité fonctionnelle sévère, la possibilité de leur proposer une procédure interventionnelle en classe 2B. Et puis après, je revenais un petit peu sur TRIFR, mais je pense que Antoinette vous en a déjà bien parlé, donc je ne vais pas réinsister sur le sujet. Merci. Merci beaucoup, Elena. Est-ce qu'il y a des questions? Non, mais je voulais vous remercier beaucoup tous les deux pour ces magnifiques images, et c'est bien la preuve des belles choses qui sont faites sur les deux centres. C'est le moment de conclure cette nouvelle édition de la Heart-Team. Je pense qu'on voulait vous remercier de nouveau pour votre participation à tous. C'était un grand plaisir de se retrouver après 3 ans d'absence, de partager un peu toutes ces belles choses qui sont faites sur le centre de Massy et sur Quincy de nouveau. Donc je voudrais remercier tous les collègues des deux centres. Et puis je voudrais qu'on remercie spécialement Fiorella, qui nous a beaucoup poussé depuis 1 an pour qu'on remette les choses en place, qui nous a sollicité. Voilà, si tu n'étais pas là, je pense que ça ne se ferait pas. Donc merci infiniment à toi. Et donc à l'année prochaine.